En 1997, McLaren est arrivé avec une innovation assez intrigante et qui a fait débat. Une troisième pédale à la fonctionnalité très particulière. Ça fait partie de ces innovations très ingénieuses qui ont été bannies, comme récemment le DAS de Mercedes. Retour sur le scandale de cette troisième pédale, bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Déjà, clarifions quelques trucs simples. Les pédales. Actuellement en Formule 1 ainsi que dans beaucoup d'autres catégories du sport mécanique ayant des palettes au volant, il n'y a que deux pédales. Une pour l'accélérateur à droite et une pour le frein à gauche, comme dans un kart. Dans une voiture de tous les jours, à moins que vous ayez une automatique, vous avez trois pédales. Au milieu, le frein, à gauche, l'embrayage et à droite, l'accélérateur. Jusque-là, rien de fou. Et ça, c'était la norme dans toutes les catégories du sport automobile jusque dans les années 90-2000. Et ouais, car à l'époque, pas de boîte séquentielle ou de palette au volant. En Formule 1, le système actuel des palettes au volant date de 1989 avec Ferrari. Une idée de John Barnard, développée en grande partie en 88 par Roberto Moreno. Ironiquement, Roberto Moreno est le dernier pilote de la Formule 1 à avoir pris le départ d'un Grand Prix avec un levier de vitesse. C'était en 1995 avec Forti. Et donc, avant toutes ces technologies, les pilotes jouaient avec trois pédales, ainsi qu'un bon vieux levier de vitesse en H. La technique de pilotage était sensiblement différente, beaucoup plus acrobatique qu'aujourd'hui avec notamment le double débrayage ainsi que le talon-pointe. Tout ça dans le but d'être plus performant, d'avoir un meilleur freinage, mais également de ne pas craquer la boîte. Chose qui a coûté de nombreux bons résultats au travers de l'histoire. Mais du coup, dans les années 90, les palettes au volant se répandent dans le milieu et petit à petit, la pédale d'embrayage s'en va. En fait, elle vient se glisser derrière le volant. L'embrayage est toujours utile, mais seulement pour démarrer, pour passer du neutre à la première, pour faire avancer la voiture, ou pour s'arrêter sans caler. Après, pour passer les vitesses, ça se fait électroniquement, ou hydrauliquement. Donc, qui dit que deux pédales, dit moins d'espace pour les jambes, donc une voiture un petit peu plus serrée, et donc un petit peu mieux pour l'aéro. Sauf qu'à la fin des années 90, un certain Adrian Newey, qui travaillait alors chez McLaren, a eu une idée. L'un des aspects les plus importants dans le pilotage en course automobile, c'est le freinage. C'est au freinage que les écarts se font. Donc, si vous entendez un de vos potes vous dire que c'est un très bon pilote parce qu'une fois il a été à 170 km/h dans une ligne droite, dites-lui que c'est à la portée de tout le monde. Appuyez à fond sur la pédale de droite en ligne droite, c'est à la portée du premier idiot venu. En revanche, freiner au bon endroit, de la bonne façon, dans le but de faire la différence sur un tour, même que sur un virage ou même qu'un freinage, ben ça c'est beaucoup plus compliqué. Et notez bien que j'ai pas dit freiner le plus tard, j'ai dit freiner le mieux. Oui, parce que c'est pas parce que tu freines 50 mètres après tout le monde que tu vas aller plus vite sur le tour. Parce que le but c'est quand même de prendre le virage. Bref, je ne vais pas faire un cours sur l'histoire du frein en sport automobile, mais dans les grandes lignes depuis les années 50, ce sont des freins à disque qui sont montés sur les voitures de course. Aujourd'hui, quand un pilote appuie sur la pédale de frein, ça active les 4 systèmes. Dans le cas où votre voiture a 4 roues. C'est une phase dont les pilotes sont très sensibles. Un pilote qui n'est pas en confiance avec ses freins ne peut pas évoluer à son meilleur niveau. On l'a vu avec Ricciardo qui est passé de ça chez Red Bull avec des freinages ultra tardifs et incisifs, à ça chez McLaren. Romain Grosjean est également un pilote qui dépend beaucoup de ses freins. Ça s'est vu chez Lotus notamment. Aujourd'hui, sur circuit, pour bien freiner, il faut faire ce qu'on appelle un freinage dégressif. Vous tapez dans les freins le plus fort possible et vous relâchez lentement à mesure que la vitesse décroît, afin de ne pas bloquer les roues. Après, c'est de la théorie, toutes les courbes de freinage ne se ressemblent pas, notamment lorsque vous devez freiner en appui, c'est-à-dire en tournant légèrement ou même beaucoup. Je vous déconseille d'essayer de traverser le plancher avec la pédale de frein, parce que vous allez bloquer les roues, déstabiliser la voiture et sortir, et peut-être même taper un mur. Et du coup, vous allez passer une mauvaise journée. C'est à partir de là qu'on peut parler de balance de frein. En général, elle se situe entre 60% et 50% sur l'avant. Un réglage plus ou moins sur l'avant ou sur l'arrière de la voiture permet d'avoir un freinage plus efficace, plus stable, plus mordant ou plus joueur. Dans le but de mieux freiner, donc de mieux passer le virage et donc de faire un meilleur temps. Après, le freinage peut entraîner d'autres questions sur les réglages comme avec le différentiel, mais là ça devient vraiment trop compliqué et j'ai pas assez de Doliprane, surtout que le but étant de parler de la troisième pédale de McLaren. La balance de frein est donc un aspect très important et en Formule 1, le premier à la changer pour quasiment chaque virage, c'est Michael Schumacher. Regardez sa caméra embarquée pour sa pole position au Grand Prix de Monaco 2012 et vous allez comprendre.
Soyez attentif à sa main gauche qui passe souvent sous le volant, en fait c'est parce qu'il y a une molette qui permet de régler la balance de frein. Aujourd'hui, ça se fait sur le volant et les pilotes la changent pour chaque freinage, afin d'avoir un freinage optimal, une bonne balance, un bon équilibre, le tout pour faire un bon virage. Bon, tout ça pour dire que pour bien passer un virage, il faut un bon freinage et ça vous permet également de mieux réaccélérer. C'est là qu'arrive l'idée géniale d'Adrian Newey. Mais avant de vous expliquer ça, qui est un sujet assez complexe, laissez-moi m'hydrater avec un petit peu de Holy. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Holy, ça tombe bien, je vais vous expliquer parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Holy est une marque de boisson allemande que j'adore qui se lance à la conquête du marché français. Alors, chez eux, vous allez trouver deux gammes de produits, les boissons énergisantes qui vous donnent un petit coup de boost, ainsi que les iced tea pour un petit coup de frais. Le tout, comme je l'ai déjà dit, avec des designs vraiment sympathiques. Et sachez qu'il y a plusieurs avantages à consommer du Holy. Déjà, c'est très bon, il y a plein de goûts, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Puis, c'est plus sain que la plupart des boissons du marché. De plus, c'est plus éco-responsable. Tenez, regardez ce pot, ça c'est un pot énergisant. Un pot comme celui-ci, c'est 50 canettes qui ne sont pas rejetées. Donc ça c'est bien. En plus, les effets durent plus longtemps et à quantité égale, c'est bien moins cher. Allez donc goûter ces produits made in Berlin via le lien en description et profitez de deux codes promo, le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Après, si vous ne savez pas quoi choisir, laissez-moi vous parler de mes goûts du moment. En énergie, en ce moment je suis plutôt Cobra, c'est du citron vert, et sinon en iced tea, c'est du matcha menthe citron vert. J'aime le citron. Mais sinon, je peux vous conseiller le pack découverte où tous les produits énergie et iced tea sont présents. Comme ça, vous goûtez tout, vous faites votre propre avis. Merci à Holy de soutenir la chaîne, merci à vous de jouer le jeu, merci également pour les retours positifs que vous avez fait sur les intégrations ainsi que sur les produits en question. Et nous, on continue notre histoire sur la troisième pédale avec l'idée d'Adrian Newey. Adrian Newey, directeur technique de McLaren, veut lutter contre un phénomène assez ennuyeux, le sous-virage. C'est quand l'avant de la voiture est feignant. En gros, tu tournes, mais ça ne tourne pas. Sans changer les réglages pour lutter contre ce phénomène, il n'y a pas beaucoup d'options. Ou vous ralentissez, vous cassez un petit peu plus votre vitesse pour que le pneu puisse retrouver de l'adhérence, ou alors vous essayez de ralentir les roues intérieures. Et ralentir le côté intérieur, c'est comme ça que tournent les véhicules avec des chenilles. En 93, Benetton a scié un système de 4 roues directrices, donc avec des roues arrière directrices qui viennent aider le travail de l'avant. Le truc, c'est que c'est interdit. D'une part, c'est une aide au pilotage, donc non, et d'autre part, la géométrie de la suspension arrière est variable, et ça c'est interdit. Après, ce n'est pas les interdictions réglementaires qui vont empêcher Benetton d'avoir des aides au pilotage en 94, mais ça c'est une autre histoire. Mais ça a peut-être donné des idées aux ingénieurs de McLaren. Oui, parce que Newey n'est pas le seul. Il est accompagné de Paddy Lowe, l'un des artisans de la suspension active de Williams au début de la décennie, et Steve Nichols. En réalité, c'est Steve Nichols qui a eu l'idée de travailler sur un freinage directionnel. Le tout en freinant davantage la roue arrière intérieure avec une pédale additionnelle située à gauche de la pédale de frein. Ce qui aide la voiture à s'inscrire dans le virage, mais surtout à en sortir en limitant donc le sous-virage et le patinage de la roue arrière intérieure. Et ce dispositif voit le jour durant la saison 97. Bon, au début, ça n'agit que sur un seul étrier, ou que gauche ou que droite. C'est déterminé en fonction du circuit sur lequel tu vas rouler. Par exemple, si tu roules en Autriche, vu qu'il n'y a que 2 virages à gauche, tu vas pas l'activer sur le côté gauche. Parce que c'est complètement con, vu que ça tourne beaucoup à droite, sur les 9 virages, t'en as 7 qui tournent à droite, tu le mets sur la droite. De plus, si Häkkinen a dorénavant 3 pédales, Coulthard en a 4. L'Écossais est encore avec l'embrayage au pied. Alors, McLaren et ses ingénieurs ont dû beaucoup travailler justement sur la finesse de cette pédale, parce que bon, si c'est trop rigide, ça met trop d'effet, tu pars en tête à queue. Et si jamais il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Mais ils y arrivent et il faut dire que c'est convaincant. Les pilotes freinent mieux, passent plus vite et réaccélèrent plus tôt. Des dixièmes très précieux. Plus tard, à force de développement, McLaren a pu rendre utile ce système que ce soit à gauche ou à droite. Le pilote n'a qu'à basculer le système via son volant pour activer d'un côté ou de l'autre. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas passé inaperçu. C'est un photographe qui a été le premier à se rendre compte de la supercherie. En effet, ce photographe nommé Darren Heath a remarqué que le disque de frein arrière était rouge lorsque le pilote a accéléré, alors que devant c'était neutre. Donc ça a éveillé la curiosité, et dans un paddock de Formule 1, l'information circule très vite. Et lors du Grand Prix du Luxembourg 1997 au Nürburgring, Mika Häkkinen casse son moteur au 44e tour et laisse donc sa voiture sur le bas-côté. Il regagne donc son garage à pied et laisse donc sa voiture sans surveillance, entre guillemets. C'est là qu'un photographe qui a entendu parler des rumeurs a eu l'idée de placer son appareil dans le cockpit en direction des pédales. Et on découvre 3 pédales.
Mais le scandale n'éclate pas encore, même si le système est déclaré illégal. En effet, certaines équipes, dont Ferrari, essaient de copier cet ingénieux système qui pourrait être un bel avantage pour 98 et sa nouvelle réglementation. D'ailleurs, McLaren parvient à faire valider ce système pour 98 par les instances et durant les essais hivernaux, la MP4-13 s'avère être extrêmement rapide. La polémique commence alors. Certains disent que c'est illégal parce que c'est une aide au pilotage, mais d'autres, comme Minardi, défendent le système. Gustav Brunner, le directeur technique de Minardi, dit que si le pilote doit l'activer manuellement, ce n'est donc pas un système automatique, donc c'est pas une aide au pilotage, c'est une technique de pilotage. Et je suis plutôt de cet avis. Mais le vendredi de la première course de la saison 98 en Australie, Tom Walkinshaw, le boss de chez Arrows, lance les hostilités contre ce système, demandant à la FIA de clarifier la situation. Il a reçu le soutien de plusieurs de ses confrères, sauf Minardi, Alain Prost et Frank Williams qui lui aussi va essayer de copier le système. Mais l'un des plus fervents opposants à McLaren, c'est Jean Todt, dont Ferrari n'arrive pas à copier l'idée. Pour le français, c'est une violation de l'esprit du règlement et demande donc une enquête complémentaire. Mais Ron Dennis rétorque en disant justement que Jean Todt est un mauvais perdant et rappelle que durant les essais hivernaux, l'adjoint de Rory Byrne, le directeur technique de Ferrari, était venu prendre des photos de la McLaren. Bref, Max Mosley, le président de la FIA, s'empare du dossier qui sera étudié après le premier Grand Prix d'Australie. Grand Prix qui voit les McLaren outrageusement dominés. 7 dixièmes et demi d'avance pour Häkkinen sur Schumacher en qualification, et en course, les Flèches d'Argent terminent première et deuxième avec un tour d'avance sur le troisième. Une domination écrasante qui n'aide pas. Ron Dennis n'a donc plus beaucoup de défenseurs. Frank Williams a retourné sa veste après cette fessée et les rivaux de McLaren demandent l'interdiction des freins directionnels dans le but de préserver le spectacle. L'affaire est donc jugée entre les deux premiers Grands Prix de la saison. Pour beaucoup, la MP4-13 serait toujours la meilleure voiture même sans le système de freinage directionnel. Luca Di Montezemolo, le boss de Ferrari, menace de porter plainte contre McLaren si le système n'est pas déclaré illégal pour la prochaine manche à Sao Paulo. Et Ferrari a les moyens de faire plier beaucoup de monde. Leur avocat, maître Henri Peter, est bien présent dans les paddocks d'Interlagos et ça met beaucoup de pression à la FIA et à McLaren. De plus, Ferrari accuse Williams de développer un système de 4 roues directionnelles, chose que reprochent également Sauber et Minardi à Jordan. C'est le bordel! Seules 3 équipes restent neutres. Prost, ami avec Ron Dennis et Manso Roger, le boss de Tag, qui fournit les logiciels électroniques aux Bleus. Stewart, qui est en froid avec Ferrari sur le cas Barrichello, et enfin Benetton, qui en réalité ne veulent juste pas attirer l'attention sur eux et sur leur carrosserie déformable. Les commissaires techniques ont donc beaucoup de boulot le jeudi. Le lendemain, sursaut d'orgueil de McLaren qui fait les essais libres sans leur système, afin de prouver que même sans, leur voiture est supérieure. De plus, Ron Dennis rappelle qu'il a toujours été transparent sur ce système avec la FIA. Sauf que Tom Walkinshaw accuse McLaren d'avoir soigneusement manipulé leur demande d'homologation, la formulation de demande d'homologation de ce système, ce qui fait que ce serait passé pour légal. Ça chauffe. L'avocat de Ferrari en rajoute une couche et Jean Todt se veut le défenseur de la justice en prétextant faire tout ceci pour le spectacle et pour l'intérêt du sport. Puis les pilotes s'en mêlent. Bienvenue en Formule 1. Bon, ces fameuses zones grises du règlement sont souvent exploitées par les équipes et par les ingénieurs. Et c'est très difficile de trancher dans tout ce flou, parce qu'il y a la règle et l'esprit de la règle. Au final, c'est Eccleston et Mosley qui choisissent l'issue. Au vu de la performance toujours supérieure de la McLaren sans le système et au vu du potentiel merdier juridique que Ferrari est sur le point de remuer, il vaut mieux interdire ce système. Donc c'est interdit pour le motif suivant. Ce système a pour but premier un changement de direction, donc selon l'esprit du règlement, une aide au pilotage. Pourtant, les commissaires techniques avaient validé ce système parce que la règle brute l'autorise. Cette annonce est faite durant la séance d'essai du samedi matin. Juste après, les équipes concernées, donc McLaren, Williams et Jordan, discutent en interne pour savoir quoi faire. Ils ont jusqu'à l'après-midi pour faire appel. Williams capitule et McLaren, bien qu'hésitant, décide de capituler aussi. Sans doute rassurés par la performance de leur voiture sans le système. Mais ça peut paraître injuste. Ou pas. Tout dépend de l'interprétation, un éternel débat. Au final, McLaren domine également le Grand Prix du Brésil avec un nouveau doublé Häkkinen devant Coulthard. Le Finlandais compte plus d'une minute d'avance sur Schumacher 3ème. Si Ferrari revient peu à peu dans le match, offrant finalement une lutte intéressante pour la couronne mondiale, McLaren et Häkkinen restent supérieurs avec la redoutable MP4-13. Mika remporte son premier titre mondial en fin de saison et cette voiture entre dans la légende. Car ce système de freinage directionnel n'était pas la plus grande force de cette McLaren. Et en ce début de saison 98, c'était même l'arbre qui cachait la forêt. Adrian Newey n'est pas l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire de la Formule 1 pour rien. Il avait plus d'un tour dans son sac. Cette MP4-13 avait un système de suspension dit contractive.
Un système légal qui jouait sur la détente et la compression de la voiture en virage et qui donnait énormément de stabilité à cette McLaren en courbe. Et donc une meilleure aisance et meilleure vitesse de passage. Au final, il s'avère que la plus grande contribution de la troisième pédale de la McLaren n'était pas de limiter le sous-virage à la réaccélération, mais d'aveugler la concurrence sur les autres atouts redoutables de cette merveille d'Adrian Newey qui a reconduit McLaren au sommet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. J'en profite une dernière fois pour remercier Oli, le partenaire. Vous avez les liens que vous trouverez de suite en description. Allez-y, ça permet de soutenir la chaîne et de financer un petit peu quelques projets futurs et ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, vous savez quoi faire. Merci de jouer le jeu. Il y a également en description d'autres liens qui me concernent un petit peu plus comme les réseaux sociaux, tout ça, vous savez quoi faire. Soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la troisième pédale. À la prochaine. C'est nul, hein. Je suis mauvais en ce moment pour les derniers trucs. Continuer d'aimer le truc en question. La dernière fois, continuer la deuxième place, là, continuer d'aimer la troisième pédale, ça n'a aucun sens, putain, mais... J'y suis plus, quoi, je suis plus dedans. Heureusement, je vais me remettre les sites en place avec du Oli. Waouh! Ah, ça va mieux. Je me sens beaucoup plus inspiré. Continuez d'aimer McLaren. Oh là, putain, quelle inspiration de malade. Allez. Des bisous.